Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Force les amis. Donc pour cette actualité crypto numéro 48. Donc aujourd'hui comme d'habitude on va parler du VeChain, des projets crypto, donc le VeChain, XRP, Ripple, mais également VV Digital Collectible. Je ne parlerai pas de Polygon ni de Ultra avec le UOS parce qu'il n'y a pas de nouvelles intéressantes pour le moment. Donc on peut en parler. Et sinon, comme d'habitude, on parlera en fin de vidéo des actualités crypto plus générales, mais également économiques, géopolitiques. Voilà, bon, écoutez, c'est parti, mais avant ça, donc pour commencer avec le VeChain, là j'ai un tweet de la fondation VeChain directement, et fait très intéressant quand même, c'est que là on a demain, à partir de demain, c'est-à-dire le 3 novembre, un sommet, notamment le sommet de Cardano de 2023. Donc Cardano, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un autre projet quand même très intéressant. Je prévois d'ailleurs de faire une vidéo, mais c'est vrai que je n'ai pas pris le temps, en ce moment c'est un peu la course. Donc c'est toujours dans les cartons, mais va falloir attendre un petit peu pour avoir la vidéo sur le Cardano, les amis, je vous le dis au passage. Et sinon, écoutez, dans ce cadre, là avec le VeChain, eh bien vous avez tout simplement une sorte de rencontre, meeting qui est prévu entre le PDG de la fondation VeChain, mais également des hauts cadres de la fondation Cardano, et également donc une journaliste CoinDesk, des membres éminents de l'industrie crypto avec Connor Ochi de Brill, et bien évidemment très intéressant, le docteur Bernard Kronfellner de Boston Consulting Group, qui est très présent notamment dans tout ce qui est les discussions en lien avec les partenariats avec le VeChain, etc. Donc là, on ne peut que constater en fait qu'on a dans cet écosystème-là vous savez, de partenariat entre Boston Consulting Group et la fondation VeChain qui est très étroit, je rappelle, puisque on a le white paper 3.0 de la fondation VeChain qui a été coécrit par Boston Consulting Group. Donc c'est pas rien quand même. Et au milieu, vous avez désormais de plus en plus le projet Cardano qui rentre au milieu. Donc là, on est en train d'assister tout simplement peut-être à un futur partenariat officieux ou pas, peu importe, mais entre plusieurs blockchains, et notamment, pourquoi pas, la fondation VeChain et Cardano de l'autre côté. Pourquoi pas? En tout cas, on voit qu'il y a des connexions visiblement, puisque leurs patrons se connaissent très bien visiblement avec ce genre de nouvelles. Bon, je continue les amis, cette fois avec une autre information, c'est qu'on a un partenariat officiel désormais qui a été mis en place entre la Fondation VeChain et une entreprise brésilienne qui s'appelle Venum, donc Venum Brasil notamment, à Sao Paulo, en tout cas le siège de la société. Et donc, Venum Brasil, sa particularité, c'est qu'elle est spécialisée dans tout ce qui est le digital, notamment. Alors, digital, je rappelle que c'est le mélange du physique et du digital, notamment des NFT. Vous avez le NFT virtuel et à côté, vous avez la copie physique du produit du NFT qui est disponible quand vous achetez en fait le NFT et vice-versa. Voilà. Et donc, les deux sont liés avec une puce NFC, on dit un code barre qui est présent sur le produit physique. Bon, et donc là, Venum Brasil, sa spécialité, ça va être de créer des collections digitales en lien avec tout ce qui est les sports de combat, l'MMA et également tout ce qui est UFC, etc. Parce que je vous rappelle que la Fondation VeChain a déjà de longue date un partenariat avec l'UFC et c'est un partenariat marketing notamment. Donc là, on imagine très bien que ce partenariat va tout simplement se développer et que la technologie de la Fondation VeChain va permettre à l'entreprise, donc Venum Brasil, de produire du contenu physique et également virtuel qui sera peut-être disponible en NFT sur la plateforme World of V, de la fondation VeChain, entre guillemets, et vous aurez la possibilité d'acheter des NFT de produits, d'objets en lien avec la MMA, le Free Fight, etc. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qui semble arriver avec ce nouveau partenariat logiquement. Bon, voilà les amis, donc ça c'est dit. Et bien sûr, maintenant j'ai passé à quelque chose quand même que je n'avais jamais abordé vraiment, je pense, dans mes vidéos, c'est tout l'aspect des dépôts de brevets aux États-Unis de la part de la Fondation VeChain. Donc c'est très important, très intéressant ça donne le ton sur l'avenir du projet VeChain aux États-Unis notamment. Et donc là, j'ai un tweet de April Strawberry, comme vous pouvez voir, qui a été relayé par la Fondation VeChain, pour ça que je vous en parle. Et en plus, vous avez la Fondation VeChain qui a directement répondu à son commentaire pour valider
quelque sorte l'information. Et donc, April Strawberry, ce qu'il rappelle dans son tweet, c'est que au niveau de l'année 2023, eh bien, la fondation VeChain a déjà déposé 4 demandes de brevets aux États-Unis. Et donc, vous voyez en fait ce qu'ils appellent des patents en anglais, hein. Donc, vous avez les United States Patents. En gros, c'est les dépôts de brevets aux États-Unis. Et donc là, regardez par exemple au 24 octobre 2023, hein, donc très récent, eh bien vous avez l'entreprise, enfin la fondation plutôt, VeChain Foundation Limited, c'est écrit ici, vous voyez, originaire avec le siège social basé à Singapour, juste là. Les inventeurs, le nom des inventeurs écrit juste là, qui en fait décrivent le produit qu'ils mettent en dépôt de brevet, hein, tout simplement. Et c'est en lien avec tout ce qui est les transactions de la blockchain. Voilà, ça c'était un des 4 brevets déposés cette année. Je vais vous les montrer tous. Ensuite, là, vous avez également un autre brevet, toujours le même jour. En fait, ils ont déposé 2 brevets le même jour pour la fondation VeChain. Et bien, c'est en lien avec tout ce qui est les transactions au niveau des process. Là, mais très intéressant également, c'est en début d'année 2023. Donc là, par exemple, au 25 avril 2023, vous avez une demande de dépôt de brevet de la part de la fondation VeChain. Notamment là, c'est VeChain Global Technology. Vous voyez, c'était une filiale en fait basée au Luxembourg en Europe. Très intéressant quand même. Et donc, cette filiale a simplement fait un dépôt de brevet US sur tout ce qui est les IoT devices, les plateformes blockchain, etc. Et enfin, en janvier 2023, le plus ancien, donc là c'est pareil, c'est VeChain Global Technology basé au Luxembourg qui a fait un dépôt de brevet sur tout ce qui est les méthodes, même les médias, je vois, pour l'implémentation des services IoT. Donc là, on a carrément du lourd, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour vous faire le résumé à la prise de recul, c'est que quand vous avez une entreprise ou une fondation ou une organisation qui dépose un brevet, derrière, c'est pas pour enfiler des perles. Derrière, c'est qu'elle prévoit de vendre une technologie, de créer une technologie, de vendre un produit, d'avoir un business applicable lié à ce produit, etc. Donc là, on voit que simplement la fondation VeChain, en fait, avec ses dépôts de brevets, est en train de construire tout simplement quelque chose de révolutionnaire. Et on le sait, la blockchain de base déjà révolutionnaire, ça révolutionne à peu près tout au niveau des entreprises. Comme VeChain est spécialisé dans le supply chain au niveau justement de la révolution logistique, etc., par la blockchain, eh bien, c'est pas étonnant quand on voit ce genre de dépôt de brevets. Ça prouve que derrière, tous ces produits-là vont continuer à faire leur course et qu'on n'a pas encore tout vu, hein, de la part de la fondation VeChain ni de l'écosystème VeChain. Voilà, les amis. Et donc, ce qui me fait dire ça également, hein, qui conforte, c'est que là, j'ai un tweet de Apollo, vous voyez, qui a été relayé également par la fondation VeChain. Pour ça, je me permets de vous en parler. Et donc là, il déclare que effectivement, le VeChain est la première blockchain publique en fait à fonctionner sur la base du Proof of Authority. C'est un consensus au final. Et donc cette architecture va permettre en fait de construire de développement futur au niveau de la régulation. Simplement, et quand je vous dis par exemple que le VeChain c'est un des rares projets crypto qui n'a jamais été embêté au niveau de la régulation, c'est pas pour rien. Parce que derrière, vous avez déjà un véritable stratégie d'adoption de la régulation, puisque je rappelle que la fondation VeChain travaille étroitement avec Boston Consulting Group et d'autres entreprises au niveau industriel à l'échelle mondiale, notamment PwC, Walmart, etc. Donc c'est pas étonnant au final. Et toute cette stratégie-là, on voit bien qu'elle est en train de payer, puisque la fondation VeChain est en train de continuer à se développer, notamment avec, vous savez, le hackathon que je vous ai présenté la semaine dernière avec les gagnants, les finalistes qui ont déjà créé des dApps très intéressantes sur l'écosystème du VeChain. Donc voilà, ça se développe tout ça. Donc pour l'instant, les amis, pour l'instant, on va voir ce que ça donne à l'avenir, hein, mais pour l'instant, les voyants sont dans le vert pour ce projet. Rien à dire, pas de souci à se faire pour l'instant. Voilà, après, bien sûr, on ne sait pas ce que donnera l'avenir. En tout cas, c'est plutôt un projet comme disaient certains abonnés, effectivement, inscrits sur le long terme, il ne faut pas rêver, ça va pas décoller d'un coup. Ou peut-être, pourquoi pas, on ne connaît pas l'avenir, mais voilà, c'est plutôt quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, parce que c'est comme à l'image d'Amazon, Facebook, il y a 20 ans, ils ne se sont pas construits du jour au lendemain. Là, c'est la même chose pour la technologie du VeChain, on le voit bien. Bon,
Sinon, les amis, bah, écoutez, je vous propose de voir la vidéo sur le projet VChain si vous voulez vraiment en savoir plus là-dessus. Et puis, sinon, je rappelle également que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Et bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo, hein, c'est un titre informatif uniquement. Voilà, une fois que c'est dit, mais écoutez, je passe au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles, et notamment avec les drops que je vais vous montrer. Donc là, vous avez un nouveau drop de Jurassic Park, donc qui va sortir, hein, vous voyez, qui est prévu pour le 4 novembre, donc samedi. Donc vous aurez 4 eh bien, produits NFT animés, en plus, vous voyez, avec les, par exemple, notamment les portails de Jurassic Park, une figurine d'un tyrannosaure, vivant et mort, hein, visiblement. Vous avez également cette version animée, sûrement un Vélociraptor, je sais pas ce que c'est, bon, voilà. Et également un œuf fossilisé, je crois en plus que c'est quelque chose qui apparaît, ça apparaît dans le film. Je peux me tromper, hein, mais ça me dit quelque chose dans le film. Bon, donc on voit qu'effectivement là, VV Digital Collectibles continue en fait de développer ses licences et de créer du contenu, des drops sur leur application VV. Ensuite, au niveau des comics, on a également un drop prévu donc au 7 novembre, donc ce sera la semaine prochaine, et cette fois sur Spider-Man de 1999, donc ce sera le numéro 700 apparemment. Voilà, donc ils continuent leur routine également sur les bandes dessinées qui, je vous rappelle, peuvent être lues, hein, c'est des NFT, mais elles sont véritablement lues en réalité augmentée, hein, en virtuel, sur vos tablettes, téléphones, etc. Pourquoi pas, si en plus vous voulez lire vos bandes dessinées. Je continue également, donc là dans un autre cadre, Disney. Là on avait Marvel, là maintenant c'est Disney au niveau de la licence. Eh bien on a tout ce qui est Mickey qui est en train de sortir également, et c'est prévu pour demain. Celui-là se drop. Donc si vous aimez bien Mickey et tout, n'hésitez pas, hein, pourquoi pas. Et également, donc là c'est prévu pour le 8, pardon, non, c'était déjà sorti ça, pardon. C'est sorti au 31 octobre, eh bien c'est tout ce qui est la famille Adam, vous voyez, donc dans le cadre de Halloween, hein, bien évidemment. Et donc vous avez les versions animées, donc là c'est vendredi, non c'est mercredi, pardon. Mercredi, il y a même la série, hein, de toute façon, qui est passée dessus. Donc on voit que là on a vraiment un élargissement quand même des licences, ça qui est fou, hein, de la part de VV, parce qu'ils ont encore une grosse marque là dans leur carton. Ensuite, je continue les amis, enfin le clou du spectacle pour Halloween au final, hein, c'était Ghost Rider avec la licence Marvel au milieu en animé. Donc là, on peut dire que ça sent quand même le roussi. On peut dire ça chauffe, ça chauffe. Voilà. Et enfin, donc pour finir sur ce projet-là, j'ai pas de nouvelles hein, concernant même le token OMI ou le VVverse, donc et même l'utilité du token OMI. Pour l'instant, il n'y a pas encore de grosse mise à jour effectuée là-dessus, donc je ne vais pas vous en parler. Par contre, au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise Ecomi, on voit que là, ça continue à envoyer du pâté quand même, parce qu'on voit que là, ils ont, sur 15 jours, entre le 13 octobre et le 26 octobre, l'entreprise a fait plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. Pour vous dire, c'est quand même une machine à cash, hein, cette application. Et on voit que, étonnamment, hein, si on se dire quel est l'intérêt d'acheter des collectibles digitaux 3D, et bien finalement il y en a, parce que derrière vous avez bien un investissement, vous avez l'aspect des NFT, vous avez l'aspect de la version animée, donc là c'est vrai que c'est intéressant, et surtout vous avez la possibilité de lire des bandes dessinées que vous collectionnez, que vous achetez en 3D. Donc on voit que tout ça fait que finalement, eh ben, la réussite, elle est là pour l'application VV parce que malgré le fait que nous soyons en bear market, eh bien, on voit que l'entreprise est même florissante, presque. Après, on ne connaît pas les dépenses. Ça, c'est le point négatif que je n'ai pas trouvé. Je peux mettre la main sur les dépenses de l'entreprise, mais ça leur prend pas 1 million de dollars par 2 semaines pour créer leur collectible en 3D. Donc, on imagine qu'ils sont plutôt rentables hein, là-dessus. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout les amis pour VV Digital Collectible. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet-là. Et puis sinon, on va passer à Ripple, au XRP. Là aussi, vous allez voir, il y a des nouvelles. Donc, première nouvelle, c'est qu'il y a Ripple qui a publié on va dire sa trésorerie, hein, ses résultats du troisième trimestre 2023. Je les ai mis là, bien sûr. Donc, j'ai tout
Bon, il y a tout le rapport, hein, mais je ne vais pas vous le lire, ça prend trop de temps. Mais je vous montre juste dans les grandes lignes tout ce qu'il y a. Et surtout, le plus important, c'est la détention du nombre de XRP, en gros détenus, hein, par l'entreprise Ripple. Et donc là, notamment en juin, au 30 juin 2023, vous voyez le total de XRP détenus par la société Ripple était de 5 milliards 500 millions. Au 30 septembre 2023, troisième trimestre, le total de XRP détenu par la société Ripple était de 5 milliards 258 millions. Donc on voit qu'il y a une baisse de détention. Ils ont sûrement vendu une partie peut-être pour payer les salaires pour diverses raisons, hein. Pour faire du cash, du bénéfice. Et surtout, d'ailleurs, ce que ça révèle, c'est que si on convertit ces XRP là en dollars, bah, je vous rappelle qu'un XRP, un token XRP, vaut aujourd'hui entre 0,5 et 0,6 dollars. Voilà. Donc, ça veut dire que là, au bas mot, la société Ripple doit avoir à peu près 2,5, 2,6 milliards de dollars de trésorerie dans les bagages en valeur XRP, quoi. Donc c'est plutôt intéressant quand même. Bon, voilà les amis pour tout ce qui est le XRP au niveau de la trésorerie du résultat financier. Mais je vous invite vraiment à lire l'article, hein. Je vous le mettrai bien sûr en source dans les commentaires de la vidéo, comme ça vous pouvez le lire par vous-même. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous propose de passer donc à un article de Ripple, toujours là sur XRP Ripple, notamment un article de journalducoin.com, Ripple XRP dénonce l'hypocrisie choquante de la SEC. Donc là, c'est écrit au 30 octobre 2023 par Ben Canton. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a samedi, on a Winklevoss, vous savez, qui a fait un tweet justement, et qui dénonçait l'hypocrisie quelque part de la SEC, puisque je rappelle que dans la dernière nouvelle, hein, qui a eu, enfin, très récente, c'était l'abandon des charges de la SEC sur les trois cadres dirigeants de la société Ripple. Parce que à la base, je rappelle qu'en 2020, la SEC avait non seulement fait un procès à Ripple, la société, dans le cadre est-ce que le XRP est une securities ou non, tout le tralala, mais en plus, elle avait fait d'autres procès en parallèle, cette fois en visant directement les cadres dirigeants de la société Ripple. C'était une usine à gaz de procès, on va dire. Et en fait, cette politique-là a été dévoilée par Jay Clanton, un ancien cadre de la SEC, qui, en 2020, fait partie des cadres qui ont justement poussé la SEC à attaquer, à mettre des procès sur Ripple. Et en fait, ce qu'on a découvert là à travers cet article, ce qui est dit, hein, c'est que Jay Clanton, en fait, avait fait une déclaration plutôt choquante, justement, où il disait que si la SEC ne perdait pas de procès, c'est qu'il y avait un problème. Et en fait, quelque part, si on se fait le sous-entendu, ça veut dire que pour Jay Clanton, la SEC doit faire des procès inutiles. C'est ça que ça veut dire. Et donc, elle doit forcément perdre des procès. Donc, pour que ce soit un cadre de la SEC même qui le dise, c'est que c'est quand même assez choquant. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, la SEC, son rôle, ce n'est même plus d'assurer, à travers les propos de Jay Clanton, hein, d'assurer vraiment le bon déroulement de la régulation de l'industrie crypto ou même de l'industrie boursière américaine, mais au final de simplement justifier le fait que les Américains ont besoin quelque part de cette instance de régulation. Parce qu'il faut qu'elle gagne des procès, il faut qu'elle, à tout prix, qu'elle fasse parler d'elle presque, qu'elle embête par-ci par-là, qu'elle perde des procès, c'est normal, parce que s'il y a des procès inutiles, bah forcément, elle doit perdre. C'est ça en fait la politique de la SEC derrière. Donc on voit bien que la SEC, qui était à la base une instance de régulation, est devenue une instance politique en fait. C'est ça que ça révèle. Et donc forcément, vous avez Brad Garlinghouse, le PDG de la société Ripple, qui s'est énervé quand il a vu ça, il a rebondi sur le tweet de Winklevoss. Il a dit effectivement, je suis totalement d'accord, l'hypocrisie de la SEC est choquante entre guillemets. Voilà, donc les amis, vous savez tout. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça que là, avec les dernières nouvelles, on a la SEC qui est en train de se prendre un revers de médaille de folie. C'est parce qu'en fait, ils ont une politique de faire n'importe quoi et de faire des procès à l'appel et donc d'exaspérer même la justice américaine, les investisseurs, utilisateurs et surtout les entreprises d'industrie crypto notamment qui s'en prennent plein la poire. Donc voilà, donc là, on commence à vraiment comprendre quelque part ce qui se passe, hein, derrière dans les coulisses. Et notamment, il faut savoir que Jay Clayton, qui a, à la base de tout ça, bah, lui, il n'est plus à la SEC.
Donc c'est pour ça que là, vous avez un changement de politique peut-être au sein de la SEC. Vous avez Gary Gensler qui a repris un peu ce mode de fonctionnement, mais peut-être moins poussé. Et aujourd'hui, la SEC a peut-être décidé de se débarrasser de ce procès inutile contre les trois cadres dirigeants de Ripple, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Voilà, donc là, on a un élément de réponse pour dire pourquoi effectivement la SEC a abandonné ses charges contre, contre Brad Garlinghouse ou les autres cadres dirigeants de Ripple. Voilà, donc plutôt intéressant à savoir, à lire. Donc je voulais passer cette raison-là. C'est également plutôt bon signe hein, pour la suite, pour la SEC, parce que s'ils n'ont que des procès inutiles, bah, ils vont tout gagner, hein, clairement. Bon, allez, je continue les amis. Je vous invite juste à voir la vidéo sur Ripple avant, pour faire une idée du projet, du XRP, etc. si vous voulez en savoir plus. Et sinon, bah, écoutez, je vous invite à passer aux actualités crypto plus générales. Et notamment, là, j'ai un article toujours de journalducoin.com. L'adoption de Bitcoin en Turquie, les cryptos font plus que jamais partie du paysage. Donc là, ce qui se passe effectivement en Turquie, c'est qu'avec la crise économique actuelle et également le fait que la Turquie soit sur une liste grise au niveau du marché, au niveau du GAFA, je crois, alors je sais plus ce que c'est l'organisation, mais en tout cas, la Turquie, effectivement, est sur une liste grise. Et donc, il lui manque quelque part quelques critères pour ressortir de cette liste grise et devenir totalement conforme pour faire les échanges mondiaux en toute conformité avec le reste, le réseau SWIFT, enfin, tout ce que vous voulez dans ce cadre-là. Boursier, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, la seule, seul tableau noir qui reste à la Turquie pour sortir de cette liste grise, c'est justement de réguler l'industrie crypto. Bon, au passage, c'est un peu hypocrite de la part d'autres pays, puisque je rappelle que l'industrie crypto n'est pas encore vraiment régulée par-ci par-là. Même aux États-Unis, on voit bien, c'est encore la foire. Donc, bon, passage. Mais en tout cas, ce que révèle cet article, c'est que effectivement, on a énormément de citoyens turcs avec la crise économique et l'inflation, mais sont en train de se jeter de plus en plus sur les crypto-monnaies. Et donc, ça révèle quoi? Ça révèle que le Bitcoin est de plus en plus une valeur refuge, hein, au même titre peut-être que l'or, mais de façon numérique. D'où l'analogie de Bitcoin étant l'or numérique par rapport à l'or physique. Voilà, donc premier article les amis. Deuxième article de cryptost.fr, le géant A16Z va consacrer 3,4 milliards de dollars aux jeunes entreprises, notamment dans le secteur crypto. Donc là, si je vous montre ça, c'est que je trouvais très intéressant parce que A16Z, là j'en reviens à la fondation VeChain. Et notamment, vous savez, au partenariat qu'il y a eu entre EasyA au niveau du hackathon, et je vous ai montré dans les précédentes vidéos, hein, et notamment le hackathon qui s'est déroulé à l'université d'Harvard, eh bien EasyA, l'application qui a été chargée de mettre à disposition de la fondation VeChain le plus possible de développeurs, eh bien était justement en lien avec A16Z notamment. Donc c'est marrant de voir que, comme quoi le monde là-bas est petit, en fait, le monde de la crypto, et A16Z, bah, justement, est en train de consacrer 3,4 milliards de dollars. Donc on voit que c'est une industrie qui est totalement en pleine expansion, et surtout si on a des fonds d'investissement comme ça qui se permettent de mettre autant d'argent là-dedans, c'est qu'il y a un marché derrière, il y a un avenir. Et ça fait également penser au dépôt de brevets hein, de la fondation VeChain, etc. Donc là, on voit qu'on est vraiment au début, les amis, de quelque chose. On voit de plus en plus que cette technologie de la blockchain, elle est là pour rester, hein. On le voit bien quand on voit l'argent qui est en train de couler à flot hein, dans tout ça. Bon, je continue les amis avec cette fois un article de cointribune.com. Bitcoin porte ses fruits, bilan positif pour MicroStrategy au troisième trimestre 2023. Si je vous ai mis ça, c'est juste pour vous rappeler tout simplement que nous sommes dans bear market et que dans ce genre de marché, il ne faut jamais paniquer et vendre en masse parce que vous avez une baisse drastique, court terme, momentanée de vos actifs, par exemple. Mais ça, c'est, je vous le dis pour les cryptos, mais c'est valable pour tout en fait. Et donc, si vous paniquez, ben, c'est le meilleur moyen en fait de vendre à perte. Que déjà, si ça a baissé, c'est que vous avez peut-être perdu par rapport à ce que vous avez misé. Et donc, ben, peut-être qu'il faut attendre peut-être quelques mois, quelques années pour justement récupérer l'argent que, en fait, qui était en perte durant ce temps-là. Et c'est exactement ce qu'a fait MicroStrategy, puisque MicroStrategy était en perte sur 2 ans, là, quasiment depuis le début du bear market. Et là, avec la nouvelle poussée à la hausse du Bitcoin, eh bien, le fait que MicroStrategy ait attendu toute cette période-là sans vendre de Bitcoin, eh bien, fait qu'aujourd'hui, ils sont en positif de 900 millions de dollars par rapport à leur
investissements de départ sur le Bitcoin. Donc là, ça prouve que aujourd'hui, même dire, par exemple, à des personnes, j'entends, si vous êtes riche avec les cryptos, vous avez misé un tout, c'est un peu comme le loto, c'est facile au final. Mais pas du tout. C'est derrière, on voit bien que quand il y a des baisses, ça fait pas de bien au moral. Quand vous avez votre portefeuille qui est dans le rouge, vous n'avez qu'une envie, c'est de vendre, vous en débarrasser peut-être pour éviter de pleurer toute la journée. Non mais, et en fait derrière, c'est qu'il faut un certain mental. Donc même moi je dis bravo à toutes les personnes là qui sont abonnées ou non abonnées, hein, peu importe, mais qui sont dans le marché de la crypto, qui n'ont pas vendu et qui planifient déjà une stratégie pour le prochain bull run. Ben, je vous dis tous bravo, tiens mon chapeau. Ça veut dire que vous avez eu le courage au final et l'aspect guerrier, effectivement, hein, de combattre l'émotion du bear market pour derrière peut-être faire le même résultat que MicroStrategy au prochain bull run 2023. Enfin 2024, pardon. Le prochain bull run aura lieu entre 2024 et 2025 si tout se passe bien, si tout se passe normalement, hein, comme d'habitude, bien évidemment. Qui n'est pas toujours gagné, hein, forcément. Voilà, donc là, c'est également, voilà, je voulais tirer mon chapeau, hein, toutes les personnes qui ont tenu le bear market, on le voit bien grâce à MicroStrategy. Ensuite, je continue, les amis. Là, j'ai un article de Coins.fr, donc grand hein, de l'or, HSBC tokenise, c'est lingot pour les institutionnels. Donc là, quand on vous dit qu'on est dans la période d'adoption de masse des cryptos, c'est qu'en fait, on est dans la période d'adoption de masse de la technologie crypto, c'est-à-dire de la blockchain et surtout de la tokenisation. Et là, HSBC a clairement démontré comment et pourquoi. Hein. C'est qu'en tokenisant les lingots d'or, ben aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter des tokens à la place de vos lingots d'or pour pas avoir les trimballer n'importe où. Mais attention, après, ce que vous avez, c'est pas véritablement de l'or dans les mains. C'est un token qui est associé à l'or. C'est différent. Donc, faut faire attention quand même à ce genre de choses. Mais le principe, quand même, est extrêmement fort parce que derrière, c'est soutenu par la blockchain. Donc, c'est une meilleure garantie au final que même que le système bancaire traditionnel, parce que sinon HSBC ne s'y serait pas mis à la tokenisation des lingots d'or. Voilà. Donc on voit qu'il se passe quelque chose effectivement et que tout s'aligne, hein, toutes les planètes s'alignent pour l'industrie crypto, surtout l'industrie de la blockchain, bien évidemment. Bon, voilà les amis, bah, écoutez, moi maintenant je propose de passer à la suite. J'ai fini dans le cadre actualité crypto, maintenant je vais passer plutôt aux actualités économiques. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est juste pour la forme. Je vous passe la nouvelle de la semaine, c'est de la tribune.com, l'article La Fed, donc la Banque centrale américaine, opte pour le statu quo, les bourses mondiales enthousiastes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est les taux d'intérêt au niveau de la hausse, eh bien cette fois la Banque centrale américaine s'est alignée sur la Banque centrale européenne, tout simplement, en déclarant qu'ils mettaient une pause dans la hausse de leur taux directeur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que, enfin, on va dire que pour l'inflation, c'est une nouvelle normale. Ça veut dire qu'ils comptent ne pas relever la hausse enfin, ne pas relever leur taux parce qu'ils se disent ça suffit pour le moment pour l'inflation. L'inflation devient contrôlée, entre guillemets. Elle n'est plus hors de contrôle. Mais par contre, ils ne la baissent pas parce que l'inflation est quand même toujours bien au-dessus des 2%, vous savez, optimale, hein, du moins considérée comme optimale par toutes les banques centrales dans le monde. Ça, je rappelle hein, que toutes les banques centrales dans le monde visent un objectif, c'est 2% d'inflation par an. C'est-à-dire que chaque année, si vous laissez votre argent en banque dans vos comptes bancaires, avec un livret A, ensuite à 3%, mais si avant il était peut-être à 1,5%, eh bien, vous perdiez automatiquement du pouvoir d'achat parce que vous aviez 2% d'un côté, de hausse, 1,5% au niveau de vos livrets A sur vos comptes bancaires. Voilà, donc ça veut dire que si vous n'avez pas une stratégie effectivement d'investissement, quel qu'il soit, hein, vous avez l'or, vous avez le physique, l'argent physique, vous avez les crypto-monnaies, vous avez l'immobilier, vous avez énormément de choses, la bourse, les actions d'entreprise, etc. Mais si vous n'avez pas un objectif, une stratégie d'investissement, automatiquement vous perdez de l'argent. Enfin, du moins votre capital perd de la valeur chaque année sans que vous vous en rendiez peut-être compte sur le fond. Mais c'est le cas. Voilà, donc là, ça veut dire qu'on est en train peut-être d'avoir un tournant dans tout ce qui est les taux directeurs, l'inflation, etc. J'ai un autre article qui le prouve, puisque là, j'ai un article de Les Échos, l'inflation baisse plus vite que prévu dans la zone euro. C'est une très bonne nouvelle, hein.
Les prix n'ont augmenté que de 2,9% au mois d'octobre sur un an dans la zone euro, alors qu'ils avaient progressé de 4,3% en septembre. L'inflation est au plus bas depuis plus de 2 ans. Mais là, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que l'inflation, c'est pas les prix. C'est-à-dire que l'inflation, c'est le terme qui définit la hausse des prix. Donc quand on vous dit que l'inflation, elle baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire que c'est la vitesse d'augmentation des prix qui baisse. Donc ça veut dire que là, les prix, en fait, pour vous résumer la chose, au lieu d'augmenter de 2,9%, enfin de 4,3% plutôt là, sur un mois, eh bien, ils vont augmenter seulement augmenter de 2,9% au mois d'octobre. Voilà, mais ils continuent d'augmenter le prix. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment faire attention à comprendre en fait. Comment ça fonctionne, parce que derrière, après, vous avez Bruno Le Maire qui lui se gargarise, on l'a vu, hein. C'est ça y est, on a réglé le problème de l'inflation. Ah mais non, mais l'inflation, mais désormais c'est une crise, ok, mais vous avez désormais la crise du pouvoir d'achat, parce que dans les prix actuels, je vois pas trop comment les gens arrivent à se satisfaire de ce genre de prix. Donc on a une crise inflationniste qui arrive peut-être en bout de course, et je dis bien peut-être, parce que j'ai fait une vidéo également où je parle justement de l'inflation, et je vous disais justement que nous étions peut-être dans une vague, dans un creux entre deux pics d'inflation. C'est-à-dire que nous avons déjà eu un premier pic d'inflation, semblable au choc pétrolier de 1973, et qu'on allait avoir un deuxième pic d'inflation plus haut encore que le précédent. Donc on verra si j'ai tort ou pas, hein, vraiment, je vous le dis de façon transparente comme ça, on verra si j'ai tort ou pas. Peu importe, j'espère avoir tort parce que si j'ai raison, ça veut dire qu'on va taper une vague encore plus forte d'inflation. Mais je pense que c'est ce qui est le plus probable désormais avec le conflit israélo-palestinien, Hamas plutôt, euh, qui est arrivé là, je pense que ça va déstabiliser tout le Moyen-Orient et donc il y aura des impacts sur le pétrole et donc on aura peut-être un choc pétrolier caractéristique des années 73. Voilà, donc à voir. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le moment, mais il faut rester vigilant quand même. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce que c'est peut-être très temporaire ce genre de choses. Ça peut peut-être repartir à la hausse, les amis. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis sinon, écoutez, moi je vous ferai une prochaine vidéo là sur la crise, la Grande Dépression de 1929. Que je pense que c'est quand même dans une période là ou retirer les leçons du passé, ça peut être pas mal pour comprendre ce qui peut nous tomber dessus à l'avenir et qui même qui est en train de nous tomber dessus, on va pas se cacher. Les choses, ça va pas très fort quand même là en ce moment, hein, au niveau économique et géopolitique, c'est le bazar, hein. Voilà. Bon, sinon on reste positif, les amis. Moi, je vous invite toujours hein, à penser autrement que ce qu'on vous rabâche à la télé, à faire vos propres recherches, toujours bien évidemment. Également à diversifier vos sources de placement, d'investissement pour aller plus vite que l'inflation, pour essayer justement de conserver le pouvoir d'achat. Et vous voyez bien que les monnaies fiat sont en train de se péter la figure. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao.